Mais Habib, donc bienvenue après cet accueil en fanfare par Judith. Un mot avant de commencer l'actualité. Claude Guéant est en prison depuis hier parce qu'il n'arrive pas à payer ce qu'il doit à la justice. Est-ce que c'est la fin du système Sarkozy? C'est une drôle d'image de l'État. Triste d'abord pour Claude Guéant, qui était un grand serviteur de l'État. Je ne connais pas les détails précis de sa condamnation. Je sais qu'il n'arrivait pas, dit-il, à payer. C'est quand même incroyable de mettre quelqu'un pour des questions. Bon, il a pris 1 an de prison ferme, enfin 2 ans avec sursis, dont 1 an ferme. Avait-on vraiment besoin de l'humilier, de le mettre en prison? C'est une question. Un peu abandonné par ses amis aussi, quand même. C'est une question que je me pose. La justice a décidé. Après, il a sans doute commis une faute et il paye sa faute. Personne au-dessus des lois. Est-ce qu'on avait besoin de mettre en prison réellement? Je ne suis pas persuadé. Quand je sais aujourd'hui que on va parler de quelque chose de différent, mais l'assassin de Sarah Halimi aujourd'hui, après avoir massacré, tué, etc., et dans une unité de soins qui fait qu'il ne sera jamais de sa vie en prison, ça laisse poser certaines questions. Une inscription taguée sur le mur du Mont Valérien contre le pass sanitaire avec 2 S écrits comme SS. On a vu aussi des étoiles jaunes dans les manifestations anti-pass cet été. Pourquoi cet antisémitisme lié à l'épidémie? Comment le combattre? Quelle honte, quel scandale, quelle immondité. Je rappelle que pendant la Shoah, les nazis ont tué, ont massacré les Juifs, et le pass sanitaire et le vaccin sauvent des vies. J'ai pas beaucoup plus de commentaires à faire, si ce n'est qu'ils sont pathétiques, immondes, et voilà, c'est dramatique. Votre spécialité à l'Assemblée, ce sont les affaires étrangères. Emmanuel Macron hier a rendu visite à Viktor Orban en Hongrie. Est-ce faire trop d'honneur aux Hongrois que d'aller sur son terrain? Je pense que c'est gagnant-gagnant. Vous savez qu'Orban a des élections au mois d'avril. Ça n'a pas échappé qu'Emmanuel Macron va aussi passer devant les électeurs, puisqu'on a la présidentielle à peu près au même moment. Je pense que pour montrer d'un côté de Macron qui s'est engagé à aller partout en Europe, et d'un côté Orban qui parle, y compris avec, entre guillemets, enfin les plus grands, je pense que c'est gagnant-gagnant. Ils vont parler des questions de défense, des questions d'immigration, des questions nucléaires, des questions où ils pourront trouver certains terrains d'entente. Mais un est un européiste convaincu et l'autre est un nationaliste aussi convaincu. Et on connaît leurs différences. Il a choisi son camp, Orban, dans la présidentielle française. Il a reçu Le Pen, il a reçu Zemmour. Est-ce que c'est pas contre-performant de le considérer? Écoutez, je pense qu'un chef d'État, il est intelligent de la part d'Orban de rencontrer le président de la France. Ça me paraît normal et malin de la part de Macron de vouloir aller pour essayer peut-être, entre guillemets, de piquer des voix à la droite française. Pendant ce temps-là, est-ce qu'il faut se préparer à faire la guerre en Ukraine contre la Russie? Je crois pas. Je crois que on s'avance, on irait dans des extrêmes qui ne me conviennent pas. Pour moi, vous savez, la Crimée, c'est complexe. C'est complexe. C'est passé à travers les siècles entre la majorité des gens qui habitent la Crimée sont russes, sont orthodoxes, alors que l'Ukraine est plutôt catholique. On doit le savoir. Après, de là à rentrer en guerre actuellement, je suis contre. Il faut évidemment respecter la souveraineté territoriale de l'Ukraine. Jouer par la diplomatie, la pression économique. Évidemment, je ne crois pas que Poutine soit quelqu'un à qui on aurait intérêt à faire la guerre. Je crois que c'est absolument contre-productif. Vous souhaitez interpeller le gouvernement cet après-midi à propos d'un autre dossier, le site d'Al-Bourak sur le mont du Temple, l'endroit où Mahomet a accroché son cheval la première fois, dit la légende. Pourquoi cette interpellation du gouvernement ? Parce que ça fait 2600 ans que Jérusalem est la capitale du peuple, 3500 ans capitale est la capitale du peuple juif, et 2600 ans que le peuple juif jeûne en jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le dit Tevet, qui rappelle que le jour où Nabuchodonosor a fait le siège de Jérusalem. Et le vote de la France est un vote honteux, un vote négationniste. On ne peut pas à la fois et en même temps aller au mur des occidentales, au Kotel HaMaaravi, où j'ai accompagné, où il a été un petit peu aussi à ma demande, puisque j'ai accompagné Emmanuel Macron en Israël, et à la fois la France, lui, cautionner ce vote qui est absolument scandaleux, qui est une escroquerie intellectuelle, rien si ce n'est qu'on est en train de, puisque ça changera rien, Jérusalem restera pour l'éternité capitale indivisible du peuple juif, mais accessoirement c'est aussi une gifle à la face de tous les chrétiens du monde. Et c'est un cadeau qu'on fait aux islamistes qui ont islamisé accessoirement aux musulmans, pas aux islamistes, la cathédrale Sainte-Sophie, la basilique Sainte-Sophie en Turquie, mais aussi les trésors de Nimrod qui ont été détruits, toutes les merveilles des chrétiens d'Orient à travers les siècles qui ont été détruits, et nous, Français, on est en train de faire un cadeau et de faire que le site le plus sacré du judaïsme, le Har HaBayit, le mont du Temple, va devenir un site exclusivement musulman. J'ai honte du vote de la France et j'espère interpeller cet après-midi le gouvernement en question gouvernement. Et j'écris d'ailleurs au président de la République avec une lettre que je suis en train de peaufiner qui partira aujourd'hui en ce jour symbolique du dit Tevet, jeûne sacré pour tout le peuple juif. C'est réversible ce vote ?
Vous pouvez écoutez, c'est une bonne question, Christophe Barbier. J'avais reçu une lettre de François Hollande à l'époque, et la question que je me posais est quasiment identique à celle que j'avais posée à l'époque, en m'expliquant, je veux vous assurer que la prochaine résolution qui sera discutée au Conseil exécutif de l'UNESCO fera l'objet d'une attention toute particulière. La France n'apportera pas à son vote un texte qui s'écarterait des principes que je viens de rappeler. Ça, c'était Hollande. Donc, ça voudrait dire que Emmanuel Macron ne respecte pas la parole de la France, engagée par son prédécesseur, qui accessoirement l'a quand même mis sur les rails où il est aujourd'hui, puisque sans François Hollande, il n'aurait pas été président de la République. En politique française, Valérie Pécresse démarre bien sa campagne. Vous avez soutenu Éric Ciotti au premier tour. Est-ce que vous retrouvez dans les propositions de Valérie Pécresse assez d'éléments que vous avez défendus avec Ciotti? Évidemment, ils étaient les candidats les plus proches dans la primaire. Je rappelle au niveau d'abord économique. J'espère que la taxe sur la mort, comme on appelle ça, l'impôt sur les successions, sera annulée. Je pense qu'on va descendre de façon spectaculaire les impôts. Alors, Éric Ciotti voulait une flat tax à 15%, qui est une excellente idée, qui ferait qu'on paierait beaucoup moins d'impôts, mais en valeur absolue, on aurait beaucoup plus d'impôts parce que il y aurait beaucoup tout le monde, c'est gagnant. Ça, c'est au niveau économique. Et puis par ailleurs, on ne pourra gagner, nous, la droite républicaine, cette élection présidentielle, qu'en prenant des voix à Éric Zemmour et à Marine Le Pen, que je ne diaboliserai pas autant que certains ne font. C'est ce qu'a fait Éric Ciotti. Les Français les 35% Français à peu près, qui votent pour Le Pen, Zemmour, voire Dupont-Aignan, ne sont ni racistes, pour la majorité d'entre eux, ni antisémites. Ils répondent peut-être mal à des vraies questions que la France se pose. Pour vous, c'est des votes inutiles, ces votes Zemmour, Le Pen, Dupont-Aignan? C'est des votes de colère, mais... Zemmour et Le Pen ne seront pas présidents de la République. Et d'ailleurs, moi, je ne voterai pas pour eux. Mais je ne les diabolise pas comme ils sont faits en permanence. Les Français qui votent pour eux ont des bonnes raisons. Il suffit de les écouter. Il y a beaucoup de choses qui disent qui sont pas totalement fausses. Je ne veux pas, évidemment. Emmanuel Macron a intérêt à avoir Marine Le Pen au second tour parce qu'il sait qu'il a gagné. Et donc le seul moyen aujourd'hui de battre Emmanuel Macron pour les gens qui veulent changer le président de la République, c'est aujourd'hui de voter pour Valérie Pécresse, qui est une candidate de la droite républicaine, qui est droite dans ses bottes, qui a magnifiquement géré la région avec des succès incroyables en Île-de-France, et je tiens à le souligner, qui est très proche au niveau régalien d'Éric Ciotti, que j'ai soutenu, alors que je suis centriste pour des raisons et bien claires. J'ai reçu des centaines de messages de partout pour me dire oui, bravo. Éric Ciotti, qu'on pensait arriver dernier ou avant-dernier à la primaire, est arrivé premier. Non. Si on regarde bien l'arithmétique, Valérie Pécresse a besoin d'un Zemmour assez fort pour tenir Le Pen hors du second tour. C'est comme ça que ça marche. Écoutez, c'est comme ça que ça marche. D'après vous, c'est pas Valérie Pécresse qui a demandé à Zemmour de se présenter. Éric Zemmour a décidé de se présenter. Faudra lui donner des signatures quand même. Les LR vont aider. C'est pas sûr qu'il les ait à ce stade. Moi, je souhaite qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fait entre 10 et 15% à la présidentielle puisse les avoir. Pas parce que je voterai pour lui. Entre parenthèses, beaucoup de choses qu'il dit sont vraies. Le diagnostic est vrai, les solutions sont mais j'ai mauvaises. un problème immense avec lui, avec Pétain en l'occurrence. Il a parlé à monsieur Sandler, Samuel, que je connais tellement, que j'accompagne depuis ce drame. Il semblerait que les choses se soient apaisées. Enfin, il y a quand même eu un dérapage certain. Et il y a le fait que, pour moi, un révisionnisme entre guillemets historique par rapport à Pétain, même s'il dit qu'il n'est pas pétainiste, mais je ne veux pas le diaboliser. Ce n'est pas en diabolisant Éric Zemmour que nous allons le faire descendre. C'est exactement l'inverse. C'est ma conviction. C'est ce que je dis depuis toujours. Depuis le début, même quand il était à 19% des voix. Il y a un point du programme d'Éric Ciotti qu'on ne retrouve pas pour l'instant dans le programme de Valérie Pécresse. C'est la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Magnifique. Merci de me le rappeler. J'espère y arriver. Écoutez, j'ai voyagé avec Valérie. On était ensemble dans l'avion. Nous avons été à Nice. Accessoirement pas n'importe où. On a été au Saint-Martin-Vésubie. Un village de Justes. Et c'est pour ça tellement important pour répondre à votre premier sujet par rapport au Mont Valérien et au SS honteux et scandaleux qui a été inscrit. J'espère, pour avoir amené Valérie Pécresse au mur de Jérusalem. Et je vais vous dire, Christophe Barbier, ce jour-là, le consulat de Jérusalem a demandé à Valérie Pécresse de pas aller au mur en expliquant que ça pouvait faire un incident diplomatique. Elle y est allée avec votre serviteur. Nous avons été au mur et j'ai bon espoir dans cette campagne c'est pas gagné. C'est pas gagné, hein. Michel Barnier, c'est pas gagné aussi, hein. Il s'occupe des affaires étrangères. Michel encore moins gagné. Mais pour être tout à fait franc, en tout cas, on peut pas, vous savez, on peut pas être
à 100% avec tous les candidats. Moi, j'avais aussi des points de divergence avec Éric, mais globalement, je vais vous dire que Valérie Pécresse est une magnifique candidate qui va vous savez, même j'ai des socialistes qui me disent qu'ils pourraient voter Valérie Pécresse. Pour créer du binaire droite. Parce que personne ne comprend le en même temps créé par Emmanuel Macron, qui est par ailleurs un garçon de grand talent. Est-ce que l'UDI va trouver un accord avec Valérie Pécresse? Vous en êtes, vous, de l'UDI? Sans vous donner tous les secrets du huis clos du bureau exécutif que nous avons eu hier soir, en présence du bureau exécutif de l'UDI, donc Jean-Christophe Lagarde, Hervé Marseille et tous les gens qui comptent dans ce parti, je suis persuadé que nous trouverons rapidement un accord. Je suis heureux que moi, directement, j'ai été réinvesti par les Républicains avec l'étiquette Républicain UDI. Je ne doute pas que nous n'y arrivions. Nous allons, sans dévoiler un trop gros secret, soutenir, même si évidemment il y aura des conditions, mais nous allons résoudre ces petites différences, parce que on a besoin d'avoir à la fois les voix du centre, à la fois des voix de républicaines, et à la fois les voix qui se portent aujourd'hui vers Le Pen et vers Zemmour. Un mot quand même de vie politique israélienne. Naftali Bennett a scellé hier la paix avec les Émirats Arabes Unis. Bravo Bennett. Bravo Netanyahou qui a signé évidemment bravo Bennett, mais bravo surtout à Netanyahou qui a amené ces 4 accords que personne ne pouvait imaginer, historiques, y compris avec le Maroc, chef des croyants, alors que sans céder 1 cm² de la terre d'Eretz Israël, en faisant la paix pour la paix. Et j'ai la conviction que c'est le chemin, et si Naftali Bennett le continue, il aura en tout cas le soutien de tous. Chacun veut la paix sans rendre des partis historique d'Eretz Israël. Meir Habib, merci, bonne journée. Merci à